Dans le cadre de la soirée médicale du centre hospitalier de Lons-le-Saunier, nous allons vous présenter le premier topo qui va être dit par le docteur Benoît Bally, qui est assistant spécialiste partagé avec le CHU de Besançon depuis mai 2020. Il a pour spécialité la médecine interne et l'infectiologie. Et il va nous présenter un sujet tout à fait d'actualité puisque c'est le Covid-19. Alors j'ajoute, parce que je suis bavarde, Benoît travaille en médecine 7, il a aussi une activité transversale d'avis d'infectiologie, et pour montrer que c'est possible, c'est un jurassien qui vient travailler dans le Jura, donc on est vraiment ravis. À toi. Bonjour à tous, je vais vous présenter un topo concernant les actualités sur l'infection Covid-19. Comme vous le savez tous, on est en train de vivre une seconde vague avec de plus en plus de patients hospitalisés dans le Jura Sud pour des atteintes pulmonaires sévères. Il s'agit de patients d'environ par exemple 60 ans, mais également des patients plus jeunes qui n'ont pas forcément des comorbidités très importantes. Tout d'abord, je vais parler des actualités concernant la transmission. Donc, comme vous le savez, l'infection Covid-19 se transmet majoritairement par voie gouttelette. Ici, on peut voir un diagramme que j'ai prélevé au journal Le Monde, qui était assez bien explicatif, où il comparait la transmissibilité des différentes pathogènes. Plus on va à droite, plus le pathogène est transmissible, c'est le fameux R0, et plus on va en haut, plus le pathogène est mortel. On peut voir qu'en fait, au niveau du Covid-19, on a des R0 qui sont proches de celui par exemple de la grippe, du rhume, des rhinovirus. Et par contre, on a assez éloigné des R0 de la rougeole, de la varicelle. On a des taux de transmission qui sont beaucoup plus élevés. Donc rougeole et varicelle, pour information, sont des virus à transmission R, c'est-à-dire que les particules virales restent en suspension dans l'atmosphère, tandis que la grippe, les autres rhinovirus et autres coronavirus, on est sur des transmissions gouttelettes. Donc déjà par analogie à ça, on voit qu'on a une transmission probablement gouttelette. Si on avait notre SARS-CoV-2 qui se transmettrait majoritairement par voie R, on serait malheureusement sur des R0 beaucoup plus importants. Donc une personne pourrait transmettre par exemple à 10 autres personnes. D'où la question, la distanciation est-elle suffisante? Alors, donc, il y a plusieurs articles qui se sont intéressés à cela. On sait que la distance d'1 mètre permet de réduire le taux de contagiosité, mais est-ce que pour autant c'est suffisant? Sûrement pas en cas d'éternuement, comme on peut le voir là. En cas d'éternuement, on a des gouttelettes qui sont projetées à plusieurs mètres. Je rappelle simplement les deux grandes différences entre transmission gouttelette et transmission R. Transmission gouttelette, ce sont des grosses gouttelettes, enfin bien que microscopiques, mais des gouttelettes de salive, mais qui sont trop grosses pour rester en suspension dans l'air, donc ils vont être excrétées à 1 mètre, 2 mètres, un peu plus qu'on éternue, bien sûr, mais qui vont directement sédimenter, donc qui vont finir par terre sous la pesanteur. Par contre, les virus à transmission R, ce sont des petites gouttelettes beaucoup plus petites qui vont rester en suspension dans l'air, donc qui peuvent être contagieuses encore un moment et se transmettre à plusieurs mètres. Donc une transmission R, c'est beaucoup plus dangereux. On connaît la rougeole, la varicelle et puis la tuberculose. On a des exemples en fait où, concernant le Covid-19, on aura une transmission peut-être un peu par voie aérosol, qui expliquerait des taux de transmission très élevés dans certains cas. Là, on a un case report sur une personne dans une chorale qui a contaminé énormément d'autres personnes. Il a contaminé par exemple près de 32 personnes. Donc après, la personne chantait, donc probablement que quand on chante, on va émettre plus de virus, c'est peut-être des particules de salive sous forme d'aérosol. On a d'autres case reports, par exemple un restaurant Wuhan où des personnes étaient atteintes alors qu'ils n'étaient pas à la même table. Donc ça, c'est dans des milieux clos où probablement que les gens parlaient fort. Et puis également ce qui se passe dans l'équipage hôtelier des navires où on a des taux de transmission qui sont très très élevés. Là, ce diagramme un peu compliqué, un tableau un peu compliqué, j'ai prélevé sur un article du BMJ qui montre en fait que la transmission, elle varie en fonction de plusieurs facteurs. Par exemple, si on parle fort, on va émettre beaucoup plus de virus que si on se tait. Si on se tait, on va pratiquement pas émettre des gouttelettes.
Et après, ça dépend du milieu. Si on est dans un milieu fermé, peu ventilé, là également, il y a une risque de transmission un peu par aérosol. Donc voilà, ça dépend de plusieurs, la transmission dépend vraiment de plusieurs facteurs. Si on est à 1 mètre l'un en face de l'autre, dehors, qu'on parle doucement, qu'on n'éternue pas, peut-être que c'est bon, mais à 1 mètre à l'intérieur d'un milieu clos, en parlant très fort, là on n'est pas du tout bon au niveau contagiosité. On est vraiment plus à risque de transmettre dans ce cas-là. Là, c'est simplement un article qui parle du possible effet inoculum, qui montre que peut-être que le fait de s'éloigner, de porter un masque, même si dans certains cas ça ne protège peut-être pas forcément à 100%, notamment certains masques en tissu, peut-être que si on est contaminé avec moins de virus, on est moins malade. C'est ce fameux effet inoculum, mais qui n'est pas encore démontré, mais ça plaide en faveur de toute façon de faire toujours attention, parce que même si on se fait contaminer, on est probablement beaucoup moins contaminé que si on se faisait la bise, et donc on aura une charge virale et une maladie qui sera moins importante. Donc quel masque utiliser? Vous êtes tous au courant des trois types de masques. Le masque FFP2, on est tranquille, ça filtre les aérosols, mais difficilement supporté, donc il faut vraiment qu'il soit bien utilisé. Le masque chirurgical, plusieurs études montrent qu'en fait il est largement suffisant pour se protéger contre le SARS-CoV-2, même s'il y a peut-être une légère transmission par voie aérosol. Les études montrent qu'il n'y aurait pas de sur-risque en utilisant un masque chirurgical. Donc masque chirurgical, a priori suffisant. On reste quand même prudent à l'hôpital pour les situations à risque d'aérosolisation, mais probablement que ce serait quand même suffisant. Les masques en tissu, donc il faut qu'ils soient bien sûr aux normes AFNOR. Le pouvoir filtrant est peut-être moins bien établi, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on ne les réserve pas encore en milieu de soins et pas pour les personnes malades. Mais probablement que s'il est porté, enfin même sûrement s'il est porté par l'ensemble des personnes, par 2 personnes en même temps, c'est largement suffisant. Sinon, on considère que si les 2 personnes portent des masques, des masques en tissu, même si l'une est contagieuse, le risque est jugé négligeable. Il ne faut pas négliger aussi qu'en termes de coût, du coût économique, il y a un vrai intérêt à prendre des masques en tissu et puis de coût écologique. Donc c'est vraiment ce qui est privilégié par le Haut Conseil de santé publique et ce que le bon sens devrait privilégier pour le grand public. Donc porter un masque tissu pour le grand public, à l'exception peut-être des gens très fragiles et des gens qui ont des symptômes, on préférera quand même dans ce cas-là le masque chirurgical dont le pouvoir filtrant est un peu mieux établi, un peu plus sûr. Au total, la transmission est très majoritairement gouttelette, la distanciation sociale c'est efficace, mais pas tout le temps, pas suffisamment. Donc dans certaines situations, quand on éternue, quand on tousse, quand on est en milieu clos, il faut savoir que la distanciation n'est pas suffisante. Et donc c'est vraiment ces éléments-là, ça va en faveur du port du masque généralisé. C'est-à-dire même dans une salle, si on a plus de 2 mètres, il ne faut pas se dire on n'a aucun risque. Il faut essayer de garder le masque parce qu'il peut avoir une transmission aérosol dans les milieux clos. Donc le port du masque pour les 2 personnes est vraiment le plus sûr pour se protéger et protéger l'autre. Concernant l'immunité, alors on a plusieurs études comme cette étude du New England qui montre que chez les patients atteints de Covid-19, chez les cohortes des patients atteints, le taux d'anticorps reste élevé chez la plupart des personnes dans les 4 premiers mois. Donc on produit bien des anticorps qui ont une activité neutralisante, donc qui nous protègent, et ceci reste probablement élevé dans les mois qui suivent. Donc ça nous protège contre des réinfections. Cependant, désillusion, premier cas de réinfection vraiment documenté chez un patient hongkongais qui était porteur asymptomatique une seconde fois. Ils ont vraiment génotypé le virus, ils se sont aperçus que c'était un virus différent. Donc une nouvelle réinfection 142 jours après. La plupart des cas, quand on nous appelle en nous disant une patiente excrète toujours du virus à 4-5 mois, souvent c'est les charges virales qui sont très faibles en fait dans le nez.
et donc qui montrent que ce sont des restes du virus probablement morts qui n'est plus contagieux. Mais là, ce cas documenté est vraiment un vrai cas de réinfection. Il y a depuis d'autres case reports qui ont été publiés. Donc c'est immunisant, mais jusqu'à quand, on ne sait pas, et donc des cas de réinfection peuvent se produire. Comme les autres coronavirus, ce n'est pas un virus comme la rougeole, qui est par exemple extrêmement immunisant à vie. Ce n'est pas le cas malheureusement pour le Covid-19. Covid-19 est pris en charge actuellement. Là, on peut voir un diagramme que j'ai prélevé à un journal scientifique de transplantation qui montre vraiment les deux phases du virus. Une première phase de virémie, où le coronavirus va se diviser dans les cellules. Et c'est cette phase-là où on va avoir un peu de fièvre, on n'aura pas encore une atteinte pulmonaire sévère. On peut avoir de la toux, de la diarrhée, une lymphopénie biologiquement. Puis une seconde phase qui est due à une réponse inflammatoire disproportionnée de notre organisme. Et c'est cette phase-là qui crée probablement toutes ces lésions pulmonaires qu'on voit qui apparaissent vers le fameux 7e jour, où on a une aggravation. Et donc on a ces deux leviers-là, le levier sur le virus et le levier sur cette réponse inflammatoire disproportionnée. Probablement qu'en fait notre levier d'action est plus intéressant sur la phase inflammatoire disproportionnée. Disons plus facile. Actuellement, un patient hospitalisé, par exemple, à Lons-le-Saunier, on fait à peu près, je vous rassure, la même chose que dans les autres centres. Tout ça, c'est des protocoles qui sont vus, relus, établis avec d'autres centres. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour les patients oxygéno-récurrents? Il y a tout d'abord la dexaméthasone pour agir sur la phase hyperinflammatoire. Deuxièmement, la prévention de maladies thromboemboliques avec l'anticoagulation, des doses qu'on va élever dans certains cas. À savoir que même en ambulatoire, l'anticoagulation peut se discuter en préventif pour certains patients, notamment obèses ou à fort risque de thromboembolique. Donc ça peut se discuter en ambulatoire, des patients qui restent à domicile. Et l'antibiothérapie, contrairement à ce qu'on faisait durant la première vague, on l'introduit pratiquement plus. Donc cet article, qui est vraiment l'article phare concernant la corticothérapie, c'est l'article dans le New England sur l'essai Recovery, qui montre une efficacité de la dexaméthasone dans les formes sévères, donc oxygéno-récurrentes. C'est une efficacité sur la mortalité, sur la réduction du recours à l'intubation et à la ventilation mécanique. Une autre méta-analyse est parue ensuite qui regroupe 7 études où on utilise les corticoïdes et qui montre que oui, il y a une efficacité des corticoïdes. Donc ce n'était pas forcément de la dexaméthasone, il y avait aussi méthylprénisolone et même de l'hydrocortisone. Donc on est efficace sur cette phase hyperinflammatoire, on va casser cette réponse inflammatoire qui est délétère pour nos alvéoles pulmonaires. Concernant l'antibiothérapie, c'est bien établi qu'on a peu de surinfection bactérienne, ce n'est pas la grippe. Initialement, on avait raisonné par analogie avec la grippe, on avait envie de mettre des antibiotiques, mais là, ce n'est pas le cas, on a très peu de surinfection pulmonaire, ce n'est pas les mêmes mécanismes physiopathologiques où la grippe va léser l'épithélium respiratoire et favoriser l'adhésion des bactéries, ce n'est pas le même cas. Donc non, on a peu d'intérêt à mettre une antibiothérapie quand on confirme un Covid. Autre option thérapeutique chez les patients oxygéno-récurrents qui sont hospitalisés. Peut-être les cures de posture peuvent améliorer, c'est bien prouvé pour les patients en SDRA, en réanimation. Donc il y a plusieurs papiers qui ont montré que ça pouvait avoir un intérêt chez les patients qui n'ont pas encore de ventilation mécanique. Puis après, 2 autres médicaments qu'on peut discuter, qui sont le tocilizumab. Le tocilizumab, c'est un anti-IL-6 qui va agir sur cette réaction inflammatoire disproportionnée pour casser cette réaction inflammatoire. Puis un autre médicament, le remdesivir, qui est l'antiviral, le seul antiviral qui semble fonctionner. L'intérêt semble vraiment possible, enfin semble le plus opportun au début de la maladie, donc durant cette phase virémique, sûrement dans les 7 premiers jours. Donc le remdesivir actuellement, on pense le positionner chez les patients oxygéno-récurrents au début de l'évolution, à condition qu'on soit dans les 7 jours. Et souvent les patients en fait arrivent et on est au-delà des 7 jours. Simplement un mot pour le plaquenil, là on l'a un peu oublié et tant mieux.
cette méta-analyse qui prouve que la seule chose qu'a montré l'association hydroxychloroquine et azithromycine, c'est une augmentation de mortalité, probablement par biais de la toxicité cardiaque. En conclusion, concernant la transmission, elle est majoritairement gouttelette, mais la distance de 1 ou 2 mètres ne suffit pas dans tous les cas. Il y a possiblement une transmission résiduelle par voie aérosol. Dans tous les cas, le port du masque généralisé réduit considérablement le risque infectieux. Concernant l'immunogénicité, oui, cette maladie permet de développer des anticorps, mais la durée de l'immunité est encore incertaine et on commence à avoir des cas de recontamination qui sont pour le moment rares. Concernant la prise en charge, il y a des améliorations, des progrès avec des corticoïdes, des anticoagulants qui réduisent les complications, mais pas vraiment de traitement miracle, pas de prise en charge qui transforme le pronostic. Durant cette seconde vague, on continuera à avoir des formes sévères, à avoir malheureusement des décès. Donc on ne crie absolument pas victoire, bien au contraire, même s'il y a des progrès. En conclusion, on pourra dire que pour le Covid, on est obligé de vivre avec ce risque en permanence, se considérer possiblement comme excréteur, comme contagieux en permanence, et donc faire attention, vivre avec ce risque, essayer de porter des masques dans la majorité des cas, surtout à l'intérieur, y compris durant des réunions familiales où malheureusement le risque est très présent. Donc il ne s'agit pas de s'empêcher de vivre, mais vivre avec ce risque infectieux en permanence en prenant le maximum de précautions tout en continuant de profiter de la vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Benoît pour cet exposé clair, didactique, qui précise les choses. Une question, est-ce que tu peux nous préciser la filière de prise en charge à l'hôpital de Lons-le-Saunier? Donc actuellement, la plupart des patients passent en général par les urgences. Ensuite, ils sont orientés dans un secteur particulier au niveau des urgences. Ensuite, ils vont être orientés dans le secteur, soit le secteur UNPU, donc une unité d'accueil post-urgence, soit directement en médecine 7, donc la médecine 7 qui est un service qui va regrouper rhumatologie, pneumologie et infectiologie. Et ensuite, tout un secteur en médecine 7 va progressivement en fait, occupé par les patients qui présentent une pneumopathie Covid. Là, à l'heure où je parle, on est le 2 octobre, on commence à avoir des patients avec des pneumopathies Covid. Il faut rappeler que en fait, depuis la fin du confinement, nous n'avions pratiquement pas eu de patients avec une pneumopathie Covid, mais depuis, on va dire, fin septembre, on a à nouveau des patients qui se présentent pour des pneumopathies Covid, donc qui ont besoin d'oxygène, qui sont des formes par définition sévères et qui nécessitent une hospitalisation. Merci.